Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse assez percutante sur l'état de l'immigration en France. C'est un sujet, on le sait, qui est vraiment au cœur de tous les débats. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La question centrale que pose l'analyse qu'on décrypte aujourd'hui est la suivante. Sa thèse, elle est assez forte. Le pouvoir politique aurait perdu quasiment toute autorité sur la question. Et l'argument principal de ce document, il est, disons-le, assez provocateur. L'idée, c'est que l'État aurait tout simplement renoncé à son pouvoir de contrôler qui entre et qui reste sur le territoire. Pour le dire encore plus crûment, l'analyse suggère que ce sont les immigrés eux-mêmes qui, de facto, piloteraient la politique migratoire de la France. Bon, pour essayer de comprendre comment on en arrive à une affirmation pareille, l'analyse commence par poser les chiffres. On va regarder ensemble les données démographiques, c'est-à-dire les stocks et les flux. Mais juste avant de plonger dans les chiffres, c'est super important qu'on soit d'accord sur les mots. Qu'est-ce qu'un immigré? Selon la définition officielle de l'INSEE, c'est une personne qui est née de nationalité étrangère dans un pays étranger. Et attention, point très important, ce statut, il est permanent. Ça veut dire qu'on reste immigré aux yeux des statistiques, même si on devient français par la suite. Et ce que l'analyse met en avant, c'est une accélération qu'elle qualifie de sans précédent. Regardez bien, la part des immigrés dans la population a vraiment bondi en moins de 20 ans. On est passé de 8,1% en 2006 à 10,7% en 2023. Le constat est simple, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France qu'à l'heure actuelle. Et ce n'est pas tout. Si on élargit le champ et qu'on inclut les descendants, donc la deuxième et la troisième génération, le document source avance un chiffre encore plus marquant. On approcherait les 30% de la population totale. C'est présenté comme un véritable fait démographique majeur. Alors, par où passent ces flux? L'analyse pointe du doigt le système d'asile comme un des canaux principaux. Selon elle, ce système a été complètement transformé et élargi en l'espace de 50 ans. Pour se donner une idée, le nombre de demandes a été multiplié par 100 et le taux d'acceptation, lui, a plus que triplé. C'est une évolution assez spectaculaire. Maintenant, si on regarde plus précisément les entrées légales, pour quelles raisons les gens viennent-ils? L'analyse nous montre que les motifs principaux, ce sont les études et la famille. D'ailleurs, le regroupement familial a été pendant très longtemps le moteur numéro un de l'immigration en France. Ok, on a vu la partie démographique. Passons maintenant au deuxième grand volet de l'argumentation, l'aspect économique. Quel est le bilan coût-bénéfice de l'immigration, toujours selon cette analyse? L'un des premiers points soulevés, c'est ce que l'analyse qualifie de système de soutien social très généreux. On le voit ici, les droits ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ça dépend du statut légal. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'accès à des aides vraiment fondamentales, comme les soins médicaux ou un hébergement d'urgence, reste possible même pour les personnes en situation irrégulière. Un autre point central de cette analyse économique, c'est le taux d'emploi. Le constat qui est fait, c'est qu'il est nettement plus bas pour la population immigrée. Et c'est encore plus vrai pour les personnes qui viennent de pays hors Union européenne. La conclusion de l'analyse est donc que l'immigration, dans sa forme actuelle, pèserait à la baisse sur le taux d'emploi global du pays au lieu de l'améliorer. Et tout ça nous amène à un chiffre qui est vraiment mis en avant dans le document, un chiffre assez choc. Un coût net pour les finances publiques estimé à 41 milliards d'euros chaque année. Alors comment on arrive à ce chiffre? Eh bien l'étude a simplement mis en balance ce que l'immigration rapporte, comme les cotisations sociales, et ce qu'elle coûte en dépenses publiques. Ce qui nous ramène à l'idée de départ. Le point crucial que l'analyse essaie de démontrer, c'est que ces résultats économiques seraient en fait la conséquence d'une perte de contrôle de l'État. En gros, le pilotage de l'immigration ne serait plus vraiment dans les mains du politique, mais aurait été délégué à des juges, à des agences et à tout un écosystème d'environ 1500 associations. Après la démographie et l'économie, l'analyse s'attaque à un troisième sujet, peut-être le plus sensible, la dimension culturelle. C'est présenté comme le débat de fond. Et tout cet argument repose sur une tension entre deux grands modèles, deux idéologies qui s'opposent. D'un côté, on a le modèle français traditionnel de l'assimilation. L'idée, c'est que les nouveaux arrivants adoptent la culture, les coutumes du pays d'accueil. Et de l'autre côté, on a le multiculturalisme, où la société est vue comme une mosaïque de communautés culturelles distinctes qui coexistent. Pour illustrer la critique moderne de ce modèle d'assimilation, le document cite cette phrase d'Edoui Plenel. L'assimilation y est vue comme une sorte d'effacement culturel, une injonction terrifiante. C'est une vision qui, selon l'analyse, est devenue très influente dans une partie du monde intellectuel et politique. Et il n'y a pas que des pressions internes. L'analyse met aussi en avant des pressions externes avec cette citation du président turc Erdogan qui qualifiait l'intégration de crime contre l'humanité. C'est utilisé pour montrer comment certains dirigeants étrangers peuvent activement encourager leur diaspora à ne pas s'assimiler, mais plutôt à conserver leur culture d'origine.
On arrive à la dernière partie de cette analyse. Qu'est-ce que tout ça implique pour la cohésion sociale? L'étude explore les conséquences et esquisse plusieurs chemins possibles pour l'avenir. Pour bien comprendre les enjeux, l'analyse s'appuie sur le concept de capital social, qui vient du sociologue Robert Putnam. Qu'est-ce que c'est le capital social? Eh bien, en gros, c'est la confiance, les réseaux, tout ce qui fait le lien d'une société. C'est un peu la superglue qui fait que tout tient ensemble. Et là, l'analyse s'appuie sur une conclusion assez controversée des recherches de Putnam. Il a constaté que, paradoxalement, une plus grande diversité ethnique peut parfois éroder la confiance sociale. Les gens auraient tendance à se replier sur eux-mêmes, à se calfeutrer, ce qui au final affaiblit les liens qui unissent la société. Pour conclure, l'étude présente un cadre de réflexion assez percutant, proposé par Pierre Brochant, un ancien patron du renseignement. Il décrit 5 issues possibles, 5 scénarios pour les sociétés qui font face à une immigration de grande ampleur. Et l'analyse se termine sur une question qui laisse à réfléchir. Elle suggère que la France aurait déjà abandonné les 2 premières voies, celle de l'interdiction et de l'absorption. La question qui est donc posée est, laquelle des 3 autres issues devient alors la plus probable, voire inévitable? C'est une pensée assez provocatrice pour conclure.